Dans le programme, j'ai mis la bourse ne peut pas continuellement monter. On va envisager un scénario de marché qui s'appelle la baisse. Quel comportement adopter face à la baisse? Je vous demande d'accueillir le spécialiste des produits de bourse de marché gagnant, Olivier Jontier. Allez, Olivier, première question. Si on regarde les stats, je reviens sur ce que nous disait tout à l'heure Julien Nebenzal sur la finance comportementale. Quand les marchés sont baissiers, traditionnellement, les épargnants font quoi? N'importe quoi. Ou en tout cas, les épargnants et les investisseurs individuels sont clairement les rois du contre-courant. Et c'est pas seulement des stats que l'on regarde, c'est des études académiques, des études empiriques qui ont été faites, dont 2 en France extrêmement importantes. Il y en a une récemment par l'Observatoire de l'épargne européenne qui, entre 2002 et 2010, a analysé 4,6 millions d'ordres, 90 000 investisseurs. Ils ont tout simplement pris et conclu un partenariat avec l'un des plus gros brokers courtiers de la place pour récupérer l'ensemble de ces informations, je vous rassure, bien entendu, de manière complètement anonyme, et pour analyser justement ces comportements. Et on s'aperçoit que malheureusement, ça ne va pas dans le bon sens. D'accord. Alors justement, on va essayer de regarder différentes situations. Donc le marché baisse et moi, donc avec un petit jeu de mots, décidément on s'est beaucoup amusé en faisant nos slides. 3 hypothèses. Marché baisse, il y a 3 possibilités, on va donc les regarder les unes après les autres. Je vends, j'achète et j'attends. Je vends. Alors je vends, j'ai malheureusement là aussi une mauvaise nouvelle pour vous, c'est que généralement on vend toujours trop tard. On vend toujours trop tard et Julien parlait effectivement dans une présentation précédente de finance comportementale, c'est ce qu'on appelle l'aversion à la réalisation des pertes. C'est-à-dire que globalement, on attend et c'est qu'à un moment donné où la douleur devient extrêmement importante, que l'on se met à vendre son portefeuille, à vendre un certain nombre d'actions, celles qui ont en règle générale le plus fortement chuté. Et on donne juste raison à un adage en bourse qui est très connu, mais que je vais me permettre une fois de plus de vous rappeler ce soir, et que continue à s'échanger de génération en génération l'ensemble des investisseurs professionnels. Quand les investisseurs particuliers vendent, c'est le moment d'acheter. Et on dit également souvent l'inverse aussi. Quand les particuliers arrivent, c'est le moment de vendre. Deuxième hypothèse, j'achète. Alors là, je vais revenir sur la fameuse étude dont je vous parlais en introduction, étude extrêmement importante, parce que dans les conclusions un petit peu inattendues qu'elle est venue montrer, eh bien, c'est que les particuliers achetaient beaucoup trop tôt. Donc qui achète dans un environnement de baisse? C'est plutôt l'investisseur averti qui se dit, bon allez, j'ai le titre, le fameux gars dont je vous parlais tout à l'heure, obnubilé par le cours, j'ai acheté 50, ça vaut 35, allez, j'y retourne. Oui, on n'est plus dans l'investisseur moutonnier, on est dans l'investisseur qui a déjà un peu d'expérience, acquis un petit peu d'expérience, qui se croit un petit peu plus fort que le marché. Là aussi, en finance comportementale, on explique ce genre de biais où on a pris de l'assurance et on achète en espérant avoir bénéficié du rebond du titre. Mais surtout, on achète et on conserve. Et c'est là où l'erreur est, parce que systématiquement, il est vrai que ça paraît relativement naturel de se dire après une chute importante d'un titre, il y aura un rebond, ne serait-ce qu'un rebond technique, et on peut peut-être en bénéficier. Et si on regarde toujours avec dans cette même étude les chiffres, si on avait acheté comme l'ensemble des particuliers au moment où ils ont acheté, toujours trop tôt, mais qu'on avait conservé les titres que 2 semaines, et qu'on avait fait ça systématiquement, vous sortez un rendement minimum de 20% par an. Malheureusement, les investisseurs en particulier achètent, mais gardent la position. D'accord, donc ils sont sur une position fondamentale et non dans une simple position technique qui consiste à faire une opération trading. Troisième hypothèse, dernière hypothèse, j'attends. C'est là où peut-être que l'expérience, elle devient effectivement intéressante, parce que rien faire quelque part, c'est aussi gérer son portefeuille. Si on est investi sur les marchés actions, on sait qu'on va subir un certain nombre d'aléas et un certain nombre de baisses, et qu'il faut être en mesure de les supporter, de les accepter, de ne pas avoir finalement si peur de ça, si peur de la perte que ça. Et
typiquement, c'est le scénario qui fonctionne aujourd'hui le mieux. Et d'ailleurs, pas mal d'études également montrent que si on gère un portefeuille contre la foule, c'est-à-dire à l'inverse de ce que les investisseurs dans leur grande masse font, c'est là qu'on obtient les rendements les plus importants. Ok, alors on va hiérarchiser ça. Je supprime tout, je vends. Non, non, surtout pas. J'achète. Quand on est un petit peu averti, si on ne conserve pas la position longtemps, si c'est pour bénéficier d'un rebond technique sur le titre, on peut tirer effectivement là des performances d'un marché baissier qui serait en rebond durable ou ne serait-ce que temporaire. J'attends. Définitivement, la meilleure solution, c'est celle qui, sur le long terme, et toutes les études le montrent, en France, aux États-Unis, et une fois de plus, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais ce sont toujours exactement les mêmes études de dizaines de milliers d'investisseurs et de dizaines de milliers de chiffres qui sont analysés, qui démontrent qu'effectivement, en conservant les titres en portefeuille, en mettant éventuellement des stratégies de couverture autour, mais en conservant les titres en portefeuille, c'est là qu'on obtient les meilleures performances. Ok. Là, on vient de regarder les différentes réactions qui étaient possibles lorsque l'on subissait une baisse de marché imprévue. On voit que la meilleure solution, c'est d'attendre. Juste pour l'anecdote et l'information, également, il est vraisemblable que les marchés financiers redeviennent un peu plus volatiles qu'ils n'ont été. On a, l'autre jour, tout début d'année, eu un jour une baisse d'un peu plus de 3%. Et ce jour-là, on était en train de créer le compte Facebook de Marché Gagnant. Et j'ai dit, tiens, je vais faire un premier post en disant, voilà, 3% aujourd'hui. Tout le monde va commencer à dire que c'est le mauvais moment pour lancer Marché Gagnant. Soyons bien clairs. Des baisses ou des hausses de 3% dans l'année, on va en avoir plus d'une durant 2015. Donc, en pareille situation, quand le marché baisse fortement, vaut mieux s'arrêter 2 secondes pour réfléchir que de se précipiter pour agir, soit à la vente, soit à l'achat. Maintenant, on peut, et on va d'ailleurs, se dire, mais la baisse, on n'est pas obligé de la subir. Je veux dire, la baisse, ça peut être aussi une anticipation que l'on peut avoir sur les marchés et de voir comment, si on veut gérer correctement un portefeuille boursier, on peut réagir face à cette anticipation. Alors, des baisses en 2015, pourquoi il pourrait y en avoir, Olivier? C'est vous qui répondez généralement à ce genre de questions, Jean-François. Il y a plein de... je pense qu'on ne va pas refaire tout ce qui a pu déjà se dire pendant cet après-midi, mais c'est clair qu'il y a aujourd'hui sur le marché un certain nombre d'incertitudes. On est dans des marchés sans tendance claire. Il y a toujours un risque de crise européenne. On se pose toujours des questions par rapport aux politiques monétaires, la guerre d'échange. Excusez-moi. Les résultats des entreprises, des risques géopolitiques. Enfin, il y a un certain nombre d'aléas contre lesquels on peut effectivement décider de couvrir à un moment donné son portefeuille et de se dire que c'est une stratégie qui pourrait être intelligente si on ne veut pas subir ces aléas au fur et à mesure de l'année. Alors, on va les regarder un peu dans le détail. Allez, je vais vous faire quelques petits commentaires. Bon, la géopolitique, j'en parle pas trop parce que c'est quand même très souvent des choses qui sont subies et imprévues et en tout cas très difficilement maîtrisables pour des investisseurs particuliers. Les résultats des entreprises, vous le savez, il y a des époques, il y a des saisons de publication des résultats, qu'il s'agisse de la publication des résultats annuels, on va bientôt rentrer dans cette période-là. Ayons le réflexe de toujours se dire qu'on a notre petit biais domestique, qui est bien, donc il faut regarder ce qui se passe en France. Le là, c'est quand même donné par les États-Unis et par les entreprises américaines, donc il faut être vigilant aux périodes où les entreprises américaines communiquent, sachant que les Américains communiquent par trimestre, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les entreprises européennes. Politique monétaire, élément important à prendre en compte, la BCE ne fait plus des réunions tous les mois à partir de 2015. Donc il y aura un peu moins de réunions de la BCE que l'année précédente. Crise européenne et situation européenne, bon ça il suffit de regarder le journal, on a à peu près tout ce qu'il faut. Dans les tuyaux actuellement, on a la situation grecque. Voilà, donc juste on va quand même avoir une période éventuelle de vigilance avec
réunion de la Banque centrale européenne le 22 janvier, sachant qu'il y aura des élections en Grèce le 25, c'est-à-dire 3 jours plus tard, et sur le sujet de la crise européenne, et en tout cas des inquiétudes européennes que l'on peut avoir. Je vous rappelle ou vous informe, si vous ne l'avez pas vu, que le président italien a démissionné aujourd'hui, et que soit le consensus politique en Italie arrive à trouver une solution, soit les Italiens sont obligés de retourner aux urnes. Et si les Grecs et les Italiens retournent aux urnes, ça nous fera quand même 2 pays qui ont été en crise profonde depuis 2007-2008, qui sera en difficulté. Bon, et puis guerre d'échange, on regarde le cours de l'évolution de l'euro et du dollar, et globalement des données dans leur ensemble, puisqu'on voit bien que les caractéristiques actuelles, c'est qu'une zone économique qui est en difficulté, comment elle essaie de s'en sortir? Elle essaie de s'en sortir en faisant baisser sa devise. C'est ce qu'ont fait les Japonais, c'est ce que veulent faire les Européens. Le seul truc, les devises étant un mouvement de balancier, toutes les devises ne peuvent pas baisser simultanément. Donc, naturellement, il y a toujours un perdant, et faut-il qu'il soit d'accord ou pas. Alors, en pareille situation, je me mets dans un schéma purement théorique, mais je me mets dans ce schéma-là, je considère, j'anticipe que le marché peut baisser. Qu'est-ce que je fais, Olivier? Je balance tous mes titres? Non, on vient de vous dire juste avant qu'il ne fallait pas vendre. Donc, mais j'anticipe là. Non, mais là j'anticipe. Je me dis, j'ai un monsieur qui est venu me voir tout à l'heure, qui me dit voilà, moi j'aime bien votre méthode, mais je suis pas d'accord avec vous. Moi j'ai un secteur et j'achète. Et puis quand je pense que c'est trop cher et qu'il faut vendre, je balance tout, je me mets en monétaire et je n'interviens que sur un secteur. Non, mais là vous allez repayer des frais de courtage déjà au moins 2 fois au moment où vous allez revendre, au moment où vous allez vous repositionner. Alors qu'il existe un produit sur le marché extrêmement simple, connu depuis la nuit des temps, ou au moins 300 ou 400 ans pour se couvrir, et pour se couvrir en particulier sur le risque de baisse du cours des actions, c'est tout simplement les options ou varants dans les produits de bourse. C'est exactement financièrement la même chose. Et là, on va utiliser dans ce cas-là un put. Le put permet de se couvrir, permet de prendre une assurance. Et là où vous avez raison, et vous avez déjà les 2 bons éléments pour pouvoir la mettre en place, c'est que de ce que vous me dites, Jean-François, c'est que je comprends que vous avez une conviction forte, celle que le marché pourrait baisser, et que surtout c'est un risque à court terme que vous essayez de couvrir. C'est le risque de baisse du marché dans les prochaines semaines ou les quelques mois qui vont venir. Parce que si on couvre son portefeuille contre une baisse des marchés pendant 10 ans, ça ne sert à rien. Effectivement, dans ce cas-là, mieux vaut le revendre. D'accord. En pratique, donc vous dites l'investissement, il est important, il n'est pas important parce que l'investissement, il faut vraiment comparer ça à une assurance non obligatoire. Vous n'êtes pas obligé de la prendre. Si vous décidez de la prendre, elle est extrêmement facile à mettre en place. Vous allez payer une prime qui va représenter un pourcentage de votre portefeuille, et comme va le faire un assureur, et c'est le cours que va vous donner le marché, si le risque est extrêmement élevé et que le marché anticipe qu'il est extrêmement élevé, vous aurez payé une prime un petit peu plus importante que si le risque effectivement de baisse est relativement faible. En règle générale, aujourd'hui, dans les niveaux de volatilité qu'on peut avoir sur les marchés, on va avoir des couvertures qui vont aller de 3 à 5, 6, 7% de la valeur de son portefeuille. Techniquement, question toute bête, si j'anticipe donc une baisse d'un point de vue pratique en me disant voilà, ça va mal se passer le 22 avec la BCE, ça va mal se passer avec la Grèce le 25, je précise que mes propos ne soient pas transformés, ce sont des hypothèses de travail, c'est pas une conviction que je suis en train de vous présenter, c'est une hypothèse de travail. Est-ce qu'il vaut mieux se dire je couvre mon portefeuille demain? Est-ce qu'il vaut mieux se dire j'attends le 21 ou éventuellement j'aurai déjà des tensions? Ça serait quoi la recommandation? Non, le mieux c'est de le couvrir aujourd'hui. C'est au moment où vous pensez effectivement que le risque peut arriver. Vous allez ajuster votre couverture. On va utiliser généralement des puts varants avec des échéances relativement lointaines. Pourquoi? Tout simplement parce que le but de l'objectif de la couverture est tout simplement de la conserver juste pendant la période où vous pensez qu'il y a un risque. Là par exemple la période d'annonce des résultats. Et en ayant une option longue, on va payer l'assurance au final moins cher, parce que qu'est-ce qui va se passer? Je la mets en place aujourd'hui. J'achète un put varant sur l'indice CAC 40 qui me permet de bénéficier d'une couverture. Et puis si dans 3 jours ou dans une semaine ou dans 2 semaines vous estimez que le risque est terminé, ou qu'en tout cas vous êtes à même de le supporter au sein de votre portefeuille, vous allez tout simplement revendre la couverture et vous n'aurez payé du coup son coût que sur la durée d'utilisation. Question, je reprends l'image de l'assureur tout à l'heure. Lorsque vous m'avez dit un put, c'est comme si vous vous assurez que vous alliez voir un assureur. Quand je fais un assureur, je lui donne de l'argent et je ne m'occupe plus de rien.
Si j'achète un put, je donne de l'argent, enfin j'achète le produit et je m'occupe plus de rien, ou il faut que je m'en occupe quand même un peu? Vous êtes investi sur les marchés, vous allez quand même suivre votre risque pour savoir si vous allez garder la couverture ou pas la garder. Mais en tout cas, ça va fonctionner automatiquement et vous allez gagner sur votre ligne de put ce que vous aurez perdu sur votre portefeuille, bien sûr à condition de bien ajuster la couverture, mais sans aucun problème. Et petit parallèle important, vous faisiez le parallèle par rapport à l'assureur, là vous voyez on peut revendre, donc on peut résilier à tout moment, tout simplement en repassant un ordre de bourse. Donc contrairement à un assureur, on a beaucoup plus de flexibilité puisqu'une fois qu'on pense que le risque est évacué, on revend tout simplement sa position de couverture. Olivier Chantier, on vous applaudit, merci beaucoup. Merci.